suivez Actu30 Télévision, bienvenue à cette édition d'information. La campagne de sensibilisation sur l'identification et l'enrôlement des électeurs officiellement lancée ce vendredi, le train de l'organisation des élections avance à vive allure. Les détails dans ce journal. La 8e édition du Forum Makutano confirmée du lundi 24 au mardi 25 octobre. Plus de 500 décideurs attendus. Au centre des débats notamment, l'indépendance alimentaire des peuples africains. En sport, l'AS Vita Club s'est qualifié en 8e de finale mais perd un de ses supporters. Mort sous les coups de l'émotion lors de la rencontre au stade des Martyrs de la Pentecôte. Madame, Messieurs, bienvenue. Après sa visite officielle au Royaume-Uni, le président de la République est arrivé jeudi à Accra, capitale politique du Ghana. Au palais présidentiel ghanéen pour rencontrer son homologue Nana Akufo-Addo, le chef de l'État congolais a été accueilli par des honneurs militaires de la garde républicaine ghanéenne qui a tiré 21 coups de canon solennels. Félix Tshisekedi a eu un entretien en tête-à-tête avec le président ghanéen avant une séance de travail bilatérale élargie aux ministres et proches conseillers des deux présidents. Leurs échanges ont porté sur les renforcements de la coopération entre les deux pays et particulièrement sur les questions économiques relatives à l'exploitation minière, mais aussi la lutte contre les changements climatiques, une question sur laquelle les deux chefs d'État veulent construire une stratégie africaine pour la COP27 à venir. Nana Akufo-Addo, qui préside l'Alliance des pays vulnérables, et Félix Tshisekedi, qui dirige un pays abritant le deuxième poumon de la planète, partagent le même avis pour exiger le respect par les pays industrialisés des promesses de financement de l'adaptation de l'Afrique au changement climatique, précisent ainsi les services de la présidence congolaise. À l'ordre du jour de ces échanges, également les dossiers sécuritaires concernant la situation à l'est de la RDC. Le président ghanéen s'est dit prêt à apporter son appui diplomatique à la RDC pour mettre fin à cette insécurité. Les deux pays ont décidé de convoquer la grande commission mixte pour approfondir les échanges bilatéraux. Le président Félix Tshisekedi a signé le livre d'or du palais présidentiel comme le veut la tradition. Le conflit intercommunautaire entre Téké et Yaka au cœur des échanges jeudi entre le Premier ministre et le cardinal Fridolin Ambongo. À la tête d'une délégation qui a effectué une mission pastorale dans le Grand Bandundu où sévit la crise intercommunautaire, le prélat catholique a présenté le rapport de la descente de princes de l'église dans cette partie du pays. Je suis venu échanger avec le Premier ministre et en même temps lui remettre la synthèse de mon rapport de visite dans le territoire de Kwamouth. Vous savez tout ce qui se passe actuellement dans le territoire de Kwamouth. Et moi, en tant que pasteur propre de cet archidiocèse de Kinshasa et Kwamouth, une bonne partie se trouve dans mon archidiocèse. J'avais fait une visite pastorale, la première fois le long du fleuve, jusqu'à Kwamouth cité. J'ai continué ma visite jusqu'à Massiakwa, sur la rivière Kwa. De retour ici, j'avais estimé que ma visite devrait être complétée par la partie terre. Et j'avais pris l'avion la semaine passée jusqu'à la ville de Bandundu. Et de Bandundu, j'avais fait la route RN 17, Bandundu, Massiambio, jusqu'à Mongata, sur la route principale. J'ai eu à rencontrer nos frères et sœurs qui sont dans cette partie et j'ai eu des observations qui me paraissaient importantes et avant de faire quoi que ce soit, j'avais estimé qu'il était tout à fait légitime que j'échange avec le Premier ministre là-dessus, ce que je fais. Cardinal Fridolin Ambongo a été reçu jeudi 20 octobre à la primature par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Le conflit entre communautés Téké et Yaka dans la cité de Kwamouth, dans la province de Mai-Ndombe, a déjà fait plus de 180 morts et plus de 10 000 déplacés. Alors que beaucoup n'y croyaient plus, la reprise des travaux de modernisation et de réhabilitation de l'avenue Nzolana dans la commune de Nguelema est à ce jour effective. Grande est la joie des habitants de la partie sud de Kinshasa qui étaient victimes de la dégradation de cette route et des érosions
car ils verront les quartiers Sangamamba et Upen reliés au quartier Lutendele et donner accès au quartier Dambosco. Ces travaux seront exécutés par Grec 8 sous la supervision de CISC pour une durée de 19 mois sur 8,55 km, explique le directeur général de la CGT. Cette phase va porter d'abord sur la lutte anti-érosive et le projet dans son ensemble, le coût des travaux est de plus ou moins 20,6 millions de dollars, dont la chaussée prend 34,87%. Cette reprise concerne la deuxième phase dans le cadre du programme sino-congolais. Dans son mot, le ministre d'État en charge des ITP est revenu sur les raisons multiples qui avaient causé l'arrêt des travaux. Le plus important reste la reprise, a insisté Alexis Guissaro-Mouvouni. Le projet de l'avenue Nzolana, tout comme celle de la voirie d'Idiofa, de la route Bukavu-Nyangezi, Kamanyola sous la RN5 et bien d'autres projets inscrits dans le programme sino-congolais, sur requête du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, ont été ralentis suite à l'arrêt des travaux pour une durée indéterminée, provoquant davantage de dégâts alors que les projets étaient source d'espoir. Ce projet vient matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui met la reconstruction des infrastructures au centre de ses préoccupations. La campagne de sensibilisation sur l'opération d'identification et enrôlement des électeurs officiellement lancée ce vendredi. L'ego a été donné par Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. L'objectif de la campagne, mobiliser les citoyens congolais en vue de doter la CENI d'un fichier électoral actualisé. La sensibilisation sur chaque opération électorale est une activité indispensable pour la réussite du processus électoral que tout le monde souhaite inclusif et transparent. À cette étape d'identification et d'enrôlement des électeurs, la sensibilisation est très importante. Elle l'est dans la mesure où elle doit conscientiser et mobiliser les citoyens en vue d'intégrer le fichier électoral, lequel doit être le plus inclusif possible. Le président de la centrale électorale a précisé que son équipe est en train de travailler dans des contextes différents pour accomplir sa mission, celle d'organiser les élections libres et transparentes. Ce processus connaîtra en décembre le lancement de la révision du fichier électoral. J'aimerais redire que mon équipe et moi travaillons dans un contexte différent et sommes engagés à faire les choses différemment. Nous voulons impliquer toutes les parties prenantes au parcours sinueux du cycle électoral en cours, jalonné des contraintes de tous ordres. Nonobstant ces contraintes, la CENI est décidée à tout mettre en œuvre pour accomplir la mission légale qui lui est confiée, celle d'organiser en toute indépendance et impartialité des scrutins libres, démocratique et transparent. Cette campagne consiste à la diffusion par médias en ligne et par affiches et banderoles des chansons, publicités et messages qui ont trait à la sensibilisation de la population sur l'identification et l'enrôlement des électeurs jusqu'au début effectif de la dite opération. Infiniment territoire, un seul gimmick, refrain retenu pour la 8e édition du forum Makutano. Les grands sujets qui résument l'essence du MAC 8 tombent à point nommé au moment où la RDC, à travers les chefs de l'État Félix Tshisekedi, a lancé son programme des 145 territoires pour un développement de la base au sommet. La tenue des travaux a été officiellement confirmée ce vendredi. Makutano, premier business forum d'Afrique centrale, invite 600 décideurs économiques à parier sur la République démocratique du Congo le 24 octobre à Kinshasa et le 25 par avion spécial à Mbujimayi. Une édition qui se veut inédite mais qui demeure fidèle à la grande vision du réseau d'affaires Makutano, celle de consolider
les interactions entre décideurs africains en vue du développement du continent et en particulier de la RDC. Le pays a plusieurs potentialités. Chefs d'entreprise, personnalités politiques, investisseurs, bref, plus de 500 décideurs sont attendus. Des thèmes retenus: la question de l'indépendance alimentaire des peuples africains. La RDC et l'espace kassaïen s'avèrent partie intégrante de la solution tant au niveau national que continental. Ce projet des 145 territoires qui intéresse fortement le Makutano, en termes d'opportunités aussi pour le secteur privé. En deuxième lieu, effectivement, parce que on va parler de la question de l'autosuffisance alimentaire, qui est une question importante sur la table, je pense, de tout décideur africain, parce qu'effectivement, avec la crise en Europe, il nous faut absolument de manière plus urgente trouver la solution à cela. Mbujimai, on fait le format Kinshasa, mais en province. En tout cas, on prend ce challenge de dire qu'on peut effectivement aller sur terrain, et ça, c'est ce qu'il faudrait pour que les investisseurs, pour que le secteur privé, pour que l'entrepreneur, pour que ce chef d'entreprise lui-même puisse se rendre compte et s'imprégner du terrain et faire cette rencontre avec les locaux. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, mais aussi des gouverneurs des provinces, prendront la parole pour évoquer leur vision, les difficultés et les espoirs. La 8e édition du Makutano réservera également une place à la culture et notamment aux écrivains congolais. Le programme est donc vaste pour des solutions profondes. Le 24 et le 25 octobre, 2 dates à retenir. Le bureau exécutif du syndicat national de médecins du Congo est monté au créneau contre les injures proférées à l'endroit du docteur Denis Mukwege suite à ses prises de position contre le régime Tshisekedi. À travers un communiqué, le syndicat de blouse blanche a d'un ton ferme condamné les attaques verbales contre les prix Nobel de la paix. Le communiqué note, je cite, « Le bureau exécutif national qui apporte son soutien à un des leurs a également d'un ton ferme condamné ces propos irresponsables tenus contre les prix Nobel de la paix. En tant que structure apolitique, le SINAMED ASBL ne peut tolérer un scandale verbal allant jusqu'à remettre en question le sacrifice consenti par l'intéressé et les services rendus à la nation et à l'humanité par ces dignes fils du pays, en prenant en charge les femmes et filles congolaises victimes des violences sexuelles. » Fin des citations. Par ailleurs, le bureau exécutif national du SINAMED met en garde le citoyen qui croit en l'instauration d'une pensée unique au détriment du développement communautaire. Juste après son arrivée, le vice-gouverneur du Tuélé, Christian Pitongama Gandro, est pris en charge par ce comité restreint d'accueil avant ce tête-à-tête avec le directeur provincial de l'ARSP pour un briefing. Quand il rejoint la salle de la cérémonie, le représentant du gouverneur Christophe Bassiane Nonga est salué par l'assistance. Sans transition, Pascal Mukwamba donne le tonus de l'événement. Le cadre qui est mis en place pour nous tous aujourd'hui est donc notre propriété commune, représentant les baobabs en dessous duquel tous nos parapluies, en termes des questions transversales, qui posent l'application de la loi sous-évoquée, seront gérés pour faciliter l'émergence d'une classe moyenne congolaise dans notre province. Prenant la parole, le rapporteur du comité d'organisation s'engouffre dans le détail de la proposition d'arrêté visant à renforcer le dialogue entre les différentes parties en vue de permettre à la RSP d'atteindre sa mission, celle de promouvoir la classe moyenne en RDC. Une démarche saluée par le numéro 2 de l'exécutif provincial. Un hommage vibre à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État pour la paix. Le chef de l'exécutif provincial prend acte du rapport qui lui est remis, mais aussi du projet d'arrêté soumis à son appréciation. Il faut rappeler que la signature de cet arrêté est très attendue par les différentes parties, d'autant plus que le Conseil de ministres réuni ce vendredi autour du vice-gouverneur a d'ores et déjà validé les textes qui n'attend que sa promulgation par le gouverneur de province lui-même. Jeudi 20 octobre, le stade des Martyrs de la Pentecôte a arboré aux couleurs vert et noir de l'AS Vita Club à l'occasion de son match retour face au Rai Club du Kadiogo dans le cadre des 16e de finale de la Ligue des Champions de la CAF. La tension palpable dans les tribunes, le match est de tous les enjeux. Mais dès la 4e minute, Vita s'est fait peur après une action franche manquée par les clubs burkinabés.
Poussée par ses supporters, la team vert et noir n'est pas passée loin d'inscrire le but de la qualification. Mais ces tirs trouvent à chaque fois le poteau adverse, comme cette frappe d'Eric Kabwewa Bantou. Le Rail Club des Kadiogos use lui aussi de ses armes, mais les Burkinabés butent sur la main ferme de Simon Omosola. Le minute s'égrène, mais le but salvateur refuse d'entrer pour V Club. Zéro but partout à l'issue du temps réglementaire, les deux équipes se dirigent à la terrible séance des tirs au but. La frayeur, c'est aussi lorsque Merveille Kikassa a manqué les tout premiers tirs de Vita pendant la séance. Mais les Moscovites se sont rattrapés très vite après les deux tirs de son adversaire qui ont fait flop. Après Ibunga, Kikwama Mujinga transforme à son tour la balle du match, 4 tirs contre 3. Au finish, Vita est qualifié pour la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF, l'effervescence à son comble. Le match V Club RC Kadiogos ne s'est pas seulement conclu par l'effervescence des moscovites congolais, mais aussi par la détresse de certains. Un supporter de l'AS Vita Club a laissé sa vie lors de cette rencontre jeudi soir au Stade des Martyrs. Selon les témoins de l'événement, le prénommé Messie Fouti, Kankejener, a succombé d'un choc émotionnel au moment où son équipe cherchait son but qualificatif. La principale cause, selon les témoignages, c'est le coup de tête de l'AS Vita Club qui avait fini sur le poteau adverse dans les temps additionnels de la rencontre. Au final, V Club s'est qualifié la séance des tirs au but. Le zapping de ces jours, d'abord l'Afrique du Sud où le régulateur de médicaments a signalé 2 cas mortels du syndrome de Guillain-Barré, une rare atteinte neurologique chez des personnes qui avaient reçu le vaccin anti-Covid du laboratoire américain Johnson & Johnson. L'autorité de santé sud-africaine avait signalé un premier décès le 4 août de l'année en cours et avait informé d'un second cas mortel du syndrome de Guillain-Barré après une vaccination avec le vaccin Covid de Janssen. Le syndrome Guillain-Barré est une atteinte des nerfs périphériques caractérisée par une faiblesse voire une paralysie progressive débutant le plus souvent au niveau des jambes et remontant parfois jusqu'à atteindre le muscle des respirations puis les nerfs de la tête et du cou. L'Afrique du Sud est le pays africain le plus touché par la pandémie avec plus de 4 millions de cas de coronavirus et 102 129 morts. En Guinée, des affrontements ont éclaté entre de jeunes manifestants anti-junte et les forces de sécurité le jeudi 20 octobre. Ces violences surviennent dans la capitale Conakry après que le Front National pour la défense de la Constitution a bravé l'interdiction en appelant aux protestations contre le militaire au pouvoir. L'opposition dresse un bilan de 3 morts et une vingtaine de blessés par balle, dont une personne dans un état critique. L'objectif de l'opposition est de faire pression sur le chef militaire putschiste, le colonel Mamadou Doumbouya, pour obtenir un retour rapide à un régime civil ainsi que la libération de prisonniers politiques. La Guinée est dirigée par l'armée depuis les coups d'État de 21 septembre 2021 qui a renversé le président Alpha Condé au pouvoir depuis plus de 10 ans. Direction cette fois-ci l'Océanie où en Nouvelle-Zélande, le ministère de la conservation de la petite ville de Ast est en recherche d'une personne qui accepterait de survoler le pays en hélicoptère pour sauver un kiwi, un oiseau menacé d'extinction. Les kiwis meurent à chaque changement de saison car ils vivent dans des territoires assez éloignés. Cet oiseau endémique de la taille d'une poule ou d'un gros rat est doté d'un long bec, de plumage brunâtre, il est dépourvu de queue. Les kiwis ont une vie médiocre mais un odorat développé et ont des courtes pattes gruffues mais incapables de voler. Le plus courageux est attendu pour sauver cette espèce rare. Ce journal est terminé sur votre télévision. L'actualité reste à continuer sur www.actu30.cd.